Les athlètes professionnels comptent parmi les personnes les mieux payées au monde. Qu'il s'agisse de slam dunk, de touchdown ou de home run, si tu donnes à la foule de quoi se réjouir, tu peux encaisser des millions. Mais un grand pouvoir financier s'accompagne d'une grande responsabilité financière. Et toutes nos stars préférées ne sont pas à la hauteur du défi. Qu'ils aient gaspillé leur argent dans des baignoires en or, des cafés rock'n'roll ou des divorces litigieux, voici les héros sportifs qui ont pris des décisions sérieusement stupides. L'augmentation des dépenses d'Iron Mike. Pour le boxeur professionnel Mike Tyson, il n'y a pas de mauvaise publicité. Capable de transformer toute attention en combat vedette et en publicité, Iron Mike est devenu l'un des athlètes les mieux payés de tous les temps. Depuis ses débuts en 1985, le total de ses gains en carrière s'élève à la somme stupéfiante de 423 millions de dollars ou moins. Qu'a-t-il fait de cet argent? Eh bien, il a dépensé sa fortune record en achetant à peu près tout ce que l'argent peut acheter. Il a acheté d'opulentes demeures, des limousines, des fêtes, des vêtements, des motos et même des tigres du Bengale. Ouais, t'as bien entendu. Mike Tyson a acheté 3 tigres comme animaux de compagnie. Il vivait à ses côtés dans son manoir de 2,5 millions de dollars, l'un des 6 au moins qu'il possédait. Mais avoir des tigres comme animaux de compagnie n'est pas donné. Iron Mike a déboursé 70 000 dollars pour les grands félins, auxquels s'ajoutent 200 000 dollars par an rien que pour leur nourriture. Non seulement cela, mais Tyson a été contraint de débourser 125 000 dollars supplémentaires pour leur apprendre la propreté. Il n'est pas certain que ça ait marché, puisque l'un des tigres, Kenya, a fini par attaquer l'un des voisins de Tyson. Pour cet incident, Tyson a été contraint de payer 250 000 dollars de dommages et intérêts. Ça signifie que pour les seuls coups dont nous avons connaissance, le multimillionnaire a dépensé au moins 645 000 dollars pour des tigres. Si on ajoute la chaîne en diamant de 80 carats d'une valeur de 173 000 dollars, les 65 000 dollars de limousine et la baignoire en or d'une valeur de 2 millions de dollars, il n'est pas surprenant que Tyson ait fait faillite en 2003. Ouais, un homme qui s'est baigné dans une baignoire en or et qui pouvait facturer 30 millions de dollars pour une nuit de travail était endetté à hauteur de 38,4 millions de dollars. Au moment de sa faillite, Tyson avait 37 ans. Seulement 7 ans plus tôt, pour son 30e anniversaire, la star avait dépensé plus de 435 000 dollars en une seule nuit de fête. Aujourd'hui, à l'approche de ses 60 ans, tout ce qu'Iron Mike avait à montrer, c'était des dettes d'escalade de plus de 13 millions de dollars d'impôts impayés. Mais tout n'est pas perdu. En 2021, Tyson a au moins récupéré une partie de sa fortune. Personne ne peut contester sa valeur nette actuelle, estimée à 10 millions de dollars. Oui, c'est beaucoup d'argent pour le reste d'entre nous, mais pour Tyson, ce n'est que 2,4% de sa fortune initiale. Je suppose qu'il y a une chose à faire quand on a trop de thunes, et Mike Tyson en sait quelque chose sur le fait de mordre plus que l'on peut en mâcher. Diego Destructeur. Largement considéré comme le plus grand joueur de sa génération, Diego Maradona a connu une glorieuse carrière de footballeur de 21 ans qui l'a vu accéder au statut de dieu dans son Argentine natale et gagner beaucoup d'argent. Lorsqu'il jouait pour l'équipe italienne Napoli entre 1984 et 1991, Maradona gagnait 3 millions de dollars par an. En outre, la star était inondée de sponsors et d'avenants pour un total de 8 à 10 millions de dollars. À son apogée, Maradona avait tout pour lui. La star dépensait sans compter. S'offrant 5 propriétés en Argentine, une Rolls-Royce de 360 000 dollars, une BMW d'environ 175 000 dollars et une bague en diamant d'une valeur de 360 000 dollars, pour ne citer que quelques biens. Plus tard dans sa vie, Maradona a même reçu un grand char d'assaut amphibie de la part du gouvernement biélorusse. Ouais, quand on reçoit un tank gratuit, on sait qu'on a réussi. En paradant dans les rues avec son nouveau véhicule, Diego avait l'air de l'homme le plus riche du monde. Mais est-ce qu'il l'était vraiment? En 2005, le gouvernement italien a révélé que Maradona possédait tout cet argent parce qu'il fraudait le fisc. C'est vrai. Alors qu'il avait dépensé au minimum 895 000 dollars en voiture et en bijoux clinquants, la star devait 48,6 millions de dollars d'impôts impayés. Malgré cela, lorsqu'il est malheureusement décédé en 2020, la famille Maradona s'attendait à recevoir un héritage substantiel. Diego affirmant pendant ces derniers jours qu'il possédait 100 millions de dollars d'actifs. Mais lorsque la veille funèbre s'est achevée et que les reçus sont arrivés, il a été révélé que ses dépenses avaient fait des ravages. À sa grande horreur, la famille Maradona a découvert que son patriarche n'avait plus que 500 000 dollars à son nom. Bon, ce n'est pas si mal, mais ce ne sont pas les millions qu'ils attendaient. Et à ce jour, ses dettes envers le gouvernement italien doivent encore être payées. Ne pas payer tous ses impôts s'est avéré super irresponsable. Presque aussi irresponsable que de ne pas appuyer sur ses boutons j'aime et s'abonner ci-dessous. Allez vas-y, je sais que t'en as envie. C'est fait?
Let's go, maintenant quel est le prochain dépensier sportif irresponsable de notre liste? Raghib sans un rond. Au début des années 90, Raghib Ismail était le receveur de Notre-Dame et son étoile était en pleine ascension. Avec l'engouement pour une carrière professionnelle, Ismail voulait s'engager dans le National Football League en 91. Mais un événement inattendu s'est produit. Les Argonauts de Toronto, qui faisaient partie dans sa toute nouvelle Canadian Football League, ont offert à Ismail la somme astronomique de 18 millions de dollars pour jouer au Canada. Après avoir connu le succès là-bas, il a finalement été repêché par la NFL en tant que receveur pour les Oakland Raiders. Au cours de sa carrière dans les deux ligues, Ismail a empoché environ 26,9 millions de dollars. Puis, il s'est retiré en paix, n'est-ce pas? Eh non, pas Raghib. Au lieu de se contenter d'une retraite confortable, l'ex-joueur s'est lancé dans une série d'entreprises, ou plus exactement de bévues commerciales. Il y a eu l'idée de la carte téléphonique prépayée, l'entreprise de calligraphie, le film religieux, et le plus fou de tous, le café sur le thème du rock'n'roll. Et non, c'était pas le Hard Rock Café. Chacun de ces projets a été un échec cuisant. Manifestement, personne n'a dit à Ismail que l'idée du café rock'n'roll était peut-être déjà prise. Ça expliquerait peut-être pourquoi, malgré son investissement de 300 000 $, Ismail ne sait toujours pas si le restaurant s'est concrétisé ou non. Ouais, Ismail aurait tout aussi bien pu jeter ses 300 000 $ à la mer. Tous ces échecs ne sont pas imputables à Ismail. Le café rock'n'roll a souffert d'une mauvaise gestion chronique, un rite de passage pour chaque groupe de rock. Et la boutique de souvenirs a été anéantie par l'ouragan Katrina. Mais quelle que soit la cause, il n'était pas possible de récupérer les dollars perdus. C'est ainsi que la fortune d'Ismail a bel et bien été gaspillée. Après avoir tout perdu, Ismail a réussi à éviter la faillite totale grâce à un travail de journaliste. Mais même alors, malgré tout ce qu'il avait perdu, le gars ne pouvait pas s'arrêter d'investir. Et si tu peux le croire, le dernier investissement d'Ismail dans la société de protège-dents ByteTech a réellement porté ses fruits. Il a peut-être commis quelques erreurs stupides, mais ByteTech est toujours en activité. Raghib Ismail n'a peut-être pas tout l'argent qu'il avait autrefois, mais on peut moins dire qu'il n'est plus fauché. Ce qui est plus que ce que l'on peut voir pour certains autres de cette liste. Le déplorable Dijkstra. Pour les fans de baseball d'une certaine génération, Lenny Dijkstra était l'homme de la situation. Slugger héroïque des New York Mets et des Philadelphia Phils, Dijkstra était surnommé Nails en raison de son style de jeu intransigeant. Grâce à cette attitude gagnante, à la fin de sa carrière en 96, Nails avait gagné la somme impressionnante de 36 millions de dollars. Non seulement ça, mais après avoir investi dans une chaîne prospère de stations de lavage, Dijkstra avait fait grimper ce chiffre à 58 millions de dollars en 2008. Mais 58 millions de dollars ne suffisent pas à satisfaire Dijkstra. À la recherche de plus d'argent, il est devenu chroniqueur boursier. Dijkstra a reçu au moins 250 000 $ d'actions émises secrètement en échange de la recommandation de ses actions aux abonnés de TheStreet.com, qui payaient 1000 $ par an pour ses conseils. Si ça te semble louche, c'est parce que c'est le cas. En outre, son désir de vivre la grande ville a conduit à publier un magazine de luxe appelé Players Club, dont les factures n'étaient pas bon marché. À cause de toutes ces affaires complexes, Dijkstra s'est retrouvé confronté à une cascade de procès, de dettes et de factures. Dans ces procès, des allégations accablantes sont apparues selon lesquelles Dijkstra avait eu recours aux cartes de crédit de ses employés pour financer son style de vie somptueux. Sur l'une d'entre elles, il a laissé une facture de 32 000 $ pour la location d'un avion entre Atlanta et le Montana, afin de pouvoir assister au match de baseball de la ligue mineure de son fils. Ça ne semble pas vraiment une dépense professionnelle pour moi. En conséquence, en 2012, Dijkstra s'est retrouvé sous le coup d'accusations de fraude et de blanchiment d'argent. Après avoir été poursuivi pour tout ce qui lui restait, la faillite a suivi, ainsi qu'une période difficile derrière les barreaux. Les temps ont cependant changé. En août 2020, Dijkstra a annoncé qu'il avait passé 27 mois consécutifs sans être arrêté. Si c'est un bon début, il regrette sûrement les crimes et les affaires louches qui lui ont valu ses peines de prison. Et elles ont véritablement marqué le dernier clou de son empire financier. Bash Brunel. Appelez ça triste, mais certaines personnes sont fans des Jaguars de Jacksonville. Et si t'es un fan des Jaguars, tu connaîtras le sens du mot perdre. Les choses n'étaient pas différentes à la fin des années 90 et l'équipe qui souffrait depuis longtemps était prête à accueillir un joueur vedette dans ses rangs. C'est ainsi qu'est arrivé Mark Brunell. Bien que Brunell n'ait pas réussi à amener l'équipe au Super Bowl, le quarterback est resté dans les annales comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire des Jaguars. Et avec une telle carrière, il y a fort à parier que la monnaie a fait son apparition. Où au cours de sa carrière, Brunell a gagné plus de 70 millions de dollars. De quoi assurer son confort jusqu'à la fin de ses jours. Pas besoin pour Brunell de faire des investissements risqués dans, je ne sais pas, des entreprises de restauration rapide naissantes, n'est-ce pas? Il suffit de penser aux 9 millions de dollars que Brunell a engloutis dans sa chaîne de restauration rapide Whataburger.
Brunel a dépensé une fortune pour ouvrir des restaurants Whataburger dans la région de Jacksonville et ses environs. Mais les habitants de Jacksonville n'étaient pas aussi friands de Whataburger que Brunel le pensait, et les restaurants ont commencé à perdre de l'argent. Dans le même temps, le quarterback a investi 11 millions de dollars dans une société ironiquement nommée Champion LLC. Mais cet argent utilisé pour investir dans le marché immobilier a été perdu lors d'un grand krach immobilier de 2008. Et Mark n'a eu d'autre choix que de se placer sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites. Et ce, alors qu'il était encore un joueur actif de la NFL. En 2010, il ne lui restait plus que 5,5 millions de dollars d'actifs contre près de 25 millions de dollars de dettes. Aujourd'hui, Brunel ne vaut plus que 400 000 dollars. C'est beaucoup d'argent pour le reste d'entre nous, mais quand t'as goûté à ce doux mode de vie de millionnaire, tu ne peux plus revenir en arrière. Quelle tragédie. La SAP. Plaqueur défensif des Tampa Bay Buccaneers et Oakland Raiders, Warren Sapp a gagné plus de 75 millions de dollars au cours de ses 12 années de carrière dans la NFL. C'est le montant total de 3 contrats professionnels lucratifs. Mais incroyablement, ça n'a pas duré longtemps pour le 4 fois All-Star. Au cours de sa carrière de joueur, Sapp a commencé à développer de dangereuses habitudes de consommation. Il a tellement dépassé les bornes qu'il s'est offert un manoir à 4,1 millions de dollars, un tapis en peau de lion à 1200 dollars et bizarrement 240 paires d'Ed Jordan d'une valeur de plus de 6 000 dollars. C'est exact, 6 000 dollars pour 240 paires de la même chaussure. Il s'agit d'une grande chaussure emblématique, c'est indéniable, mais dépenser une telle somme uniquement pour des chaussures ne peut que mal se terminer. Et ce qui ressort, c'est 2 autres dépenses inutiles de Sapp, une grande peinture de femme nue et une paire de gants de boxe signés par Muhammad Ali, qui n'était pas bon marché non plus d'ailleurs. Ces dépenses inutiles étaient bel et bien hors de contrôle. En 2012, la frénésie des dépenses a dû cesser car Sapp a déposé le bilan. Qu'est-il advenu de tous ces gants, chaussures et tapis en peau de lion? Et ils ont disparu dans un bassin de liquidation. À l'époque, Sapp ne possédait que 6,4 millions de dollars d'actifs, soit un peu moins que les 6,7 millions de dollars de dettes qu'il avait. Pour rembourser ses dettes, Sapp travaillait comme analyste sur les réseaux NFL et gagnait plus de 45 000 dollars par mois. Les choses étaient en train de tourner pour lui, jusqu'à ce qu'il soit arrêté en 2015 pour sollicitation et soit licencié de cet emploi confortable. Aujourd'hui, Sapp est retourné dans l'ombre pour compter ses dettes, à l'exception d'une brève réapparition au tribunal pour une activité très illégale. On dirait qu'il n'a jamais pensé qu'il se ferait saper son argent. Le rôdeur téméraire. Difficile de ne pas être fasciné par Dennis Rodman, surnommé The Worm pour son incroyable capacité de rebond. Rodman a gagné environ 27 millions de dollars au cours de sa carrière en NBA. Au sommet de sa gloire, Rodman était le 10e joueur le mieux payé de la NBA. Il n'est donc pas surprenant que Rodman ait poursuivi un style de vie somptueux et excessif. En 1996, il a acheté une maison à 2 étages sur Seashore Drive pour 825 000 dollars. La maison est devenue le centre de la fête sur la plage de Newport, avec des fêtards s'ébattant autour de ce qui était, je le pense, des fêtes très coûteuses. En descendant l'allée, les invités ont pu admirer la collection de voitures de luxe de Rodman, un Hummer H1 peint sur mesure, la Lamborghini Gallardo peinte sur mesure, une Porsche 993 TT 1996 équipée sur mesure et une Cadillac décapotable rétro de 59. Et ce n'était qu'un aperçu de sa collection de plusieurs millions de dollars. Mais il n'a pas toujours eu quelque chose à montrer pour ses dépenses. En 97, il a perdu 1 million de dollars d'un seul coup, en donnant un coup de pied dans l'aine d'un arbitre, ce qui lui a valu une amende et une suspension de 11 matchs. Il s'agissait d'une erreur coûteuse qu'il ne pouvait pas se permettre de commettre. En 2012, The Worm a finalement dépensé tout l'argent nécessaire à son mode de vie étrangement scandaleux. Cette année-là, Rodman a comparu au tribunal pour répondre aux accusations selon lesquelles il devait 800 000 dollars à son ex-femme au titre de pension alimentaire. Les avocats de Rodman ont prétendu que le joueur n'avait pas les moyens de payer, parce que l'ancien millionnaire n'avait plus d'argent. S'accrochant à peine aux revenus qui lui restaient, Rodman vaut aujourd'hui moins de 2% de ses gains en NBA, soit 500 000 dollars. Pour un joueur qui aurait pu être fixé pour la vie, ça montre à quel point les richesses peuvent s'envoler rapidement. Les factures de Boris. Peu de carrières ont été aussi triomphales que celle de Boris Becker. Entre 1985 et 1996, Becker a remporté 3 championnats de Wimbledon, 2 Open d'Australie et 1 US Open. Avec tous ces succès et un taux de victoire en carrière de 76,9% en simple, tu peux parier que l'argent a coulé à flot. Rien qu'avec les prix, Becker a gagné la somme alléchante de 25 millions de dollars. Mais ce n'est pas tout, littéralement. Grâce à des parrainages et à des contrats d'endorsement,
Becker a gagné 105 millions de dollars supplémentaires, soit un total de 130 millions de dollars pour l'ensemble de sa carrière. Mais si tu ne fais pas attention à tes millions, l'argent peut s'envoler rapidement. Après avoir pris sa retraite en 99, un divorce amer avec sa première femme Barbara Feltes a coûté au joueur 25 millions à lui tout seul. Lors de la séparation, Becker a perdu un appartement de luxe à Miami et a été contraint de payer 1,2 million de dollars supplémentaires pour acheter la propriété de Feltes à Londres. Les dettes de Becker ne feront qu'augmenter en 2002, lorsque le gouvernement allemand révélera qu'il a fraudé le fisc à hauteur de 3 millions de dollars. Pour éviter la prison, Becker a été contraint d'accepter une énorme amende de 300 000 dollars, un peu plus de 450 000 dollars aujourd'hui. 10 ans plus tard, Becker s'est encore endetté, cette fois pour une villa de luxe à Majorque. La propriété de 62 acres avec terrain de basket, maison d'invités, orangerie, etc. allait coûter à l'ancien riche de l'argent qu'il n'avait tout simplement plus. Tous ces incidents évités de justesse ont finalement abouti en 2017, lorsqu'après avoir dépensé la quasi-totalité de ses 130 millions de dollars, un juge britannique a déclaré Becker en faillite. Bien que le tribunal ait hésité à donner un chiffre concret, il a été rapporté qu'il était endetté à hauteur de 54 millions de dollars. Becker finit par vendre aux enchères ses trophées durement gagnés, ce qui lui permit de récolter 937 823 dollars. Mais même ça n'a pas suffi à le sauver de la décision prise en 2019 d'étendre ses restrictions de faillite jusqu'au 16 octobre 2031. Cette décision a été prise après que l'on ait découvert que Becker, toujours responsable, cachait des actifs d'une valeur de plus de 6,1 millions de dollars. Entre la faillite et Becker, c'est la faillite qui l'emporte. George. De 1963 à 1974, George Best, le joueur emblématique de l'équipe de football Manchester United, a marqué 137 buts et 361 apparitions pour l'équipe, consolidant ainsi sa place dans la légende du club. Tous ces succès ne sont pas allés sans notoriété cependant. Best a la particularité d'être l'un des premiers footballeurs célèbres et au sommet de sa gloire, il gagnait l'équivalent d'1 million de dollars par an. Une grande partie de cette somme servait à alimenter les fêtes hédonistes du joueur, ce que Best n'a pas nié. Lorsque Best a déposé le bilan en 1983, il a ouvertement admis qu'il dépensait 90% de son argent pour acheter des femmes, des boissons et des voitures qui roulent vite. Cela signifie également qu'il ne pouvait pas se permettre de payer une facture fiscale impayée de 16 000 livres sterling qui avait atteint 60 000 livres sterling, environ 200 000 € aujourd'hui, au cours des 10 années de querelles qui ont suivi. Inévitablement, peu après sa retraite en 1984, la superstar était totalement ruinée. Les fêtes qu'il avait organisées l'avaient entraîné à une dépendance à l'alcool, et finalement la maladie. Ces derniers mots, publiés dans le News of the World, disaient simplement « Ne meurs pas comme moi ». Et oui, je pense que cette phrase parle d'elle-même. Iverson immodéré. Surnommé The Answer, Allen Iverson est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. Pour remettre son succès en perspective, la moyenne de points marqués par Iverson en play-off est de 29,7 points par match. C'est la deuxième place derrière le légendaire Michael Jordan. Au cours de ses 15 années de carrière, Allen Iverson a empoché la somme astronomique de 155 millions de dollars. Mais Iverson ne l'a pas investi, ni économisé. Comme la plupart des stars de cette vidéo, Iverson a tout simplement dilapidé son argent. Ses dépenses mensuelles comprenaient 10 000 dollars de vêtements, 10 000 dollars de restaurants et plus de 10 000 dollars de courses. Oui, 10 000 dollars pour du PQ et des oignons tous les mois. C'est parce qu'Iverson achetait tout pour son entourage, qui pouvait comprendre jusqu'à 50 personnes. Iverson faisait confiance à ses amis, mais ce n'était peut-être pas la meilleure décision à prendre. Méfiant à l'égard des banques, Iverson gardait tout son argent dans des sacs poubelles qui traînaient dans son manoir, et il arrivait qu'un ou deux sacs disparaissent mystérieusement. Pas besoin d'être un génie pour comprendre où ils allaient. Mais ce n'est pas comme si Iverson ne dilapidait pas l'argent lui-même. Ses amis ont révélé qu'il dépensait régulièrement entre 30 000 et 40 000 dollars pour des nuits dans des clubs de striptease. Après l'anecdote, ça se produisait si souvent qu'Iverson ramassait son propre argent de la nuit précédente et le jetait une deuxième fois. Le gaspillage d'Iverson n'a cessé de se poursuivre. À un moment donné, ses dépenses étaient tellement excessives qu'à la sortie d'un vol à l'aéroport, Iverson a acheté une toute nouvelle voiture alors qu'il avait oublié où était garée la sienne. Ouais, ça c'est ce qu'on appelle crâner. À cause de ces frasques inutiles, tous les biens d'Iverson ont été vidés en 2012. Le joueur a été contraint de se déclarer en faillite lorsqu'il a été incapable de payer une dette de 900 000 dollars à un bijoutier en Géorgie. Combien de bijoux avait-il commandé? Mais heureusement, il lui restait une bouée de sauvetage. Grâce à un contrat de sponsoring sportif unique conclu avec Reebok, Iverson avait un contrat à vie,
comprenant des paiements de 800 000 $ par an et un fonds fiduciaire de 32 millions de dollars auquel il aura accès en 2030. Ainsi, malgré son insouciance, dans quelques années, Iverson retrouvera probablement ses anciennes habitudes de consommation et j'entends déjà les stripteaseuses se réjouir. Randy ruiné. Au cours de ses 12 années en NBA, Randy Brown a gagné une fortune de 15 millions de dollars. Ce furent 12 années de succès pour Brown qui a remporté 3 championnats avec les Chicago Bulls, une équipe dont le fer de lance était le retour de Michael Jordan. De toutes les bagues de championnat NBA qu'il a gagnées, celles-ci sont de loin les plus précieuses. Et c'est ce genre d'accolade historique que la plupart des joueurs de basketball ne peuvent que rêver de posséder un jour. Mais le temps que Brown passait avec ses bagues de champion n'allait pas durer. Après de mauvais investissements dans l'immobilier et la restauration, Brown n'a eu d'autre choix que de se déclarer en faillite en janvier 2008. Et devine quels sont les biens précieux que le joueur a été contraint de vendre aux enchères. Ouais, les bagues. Dans une décision extrêmement douloureuse, Brown a été contraint de vendre ses 3 bagues, les joyaux de sa carrière, aux agents de recouvrement. Un enchérisseur anonyme a payé 53 000 $ pour les 3 bagues, mais ce montant n'a pas permis de rembourser la totalité de la dette. Prix mis à part, ces anneaux doivent beaucoup manquer à Brown, et la perte d'un anneau puissant peut vraiment mettre un gars dans tous ses états, suffit de regarder Gollum. Canseco négligent. Avec 462 home runs à son actif, la carrière de José Canseco au baseball a été marquée par 2 titres de World Series avec les Oakland Athletics et les New York Yankees. Canseco était l'un des meilleurs joueurs de la MLB, 6 fois All-Star et leader des home runs entre 1988 et 1991. Et comme nous le savons, qui dit succès haut de gamme dit argent haut de gamme. Avec une fortune de 55 millions de dollars, Canseco semblait être prêt pour le reste de sa vie. Si seulement il ne s'était pas embourbé dans une cascade désastreuse de mauvaises décisions, de divorces et de délits fiscaux. En 2008, alors qu'il avait quitté le jeu depuis environ 9 ans, Canseco a été frappé par la crise immobilière et a dû saisir son manoir de 7300 pieds carrés à Los Angeles, pour lequel il devait à la banque plus de 2,5 millions de dollars. Cette année-là, il a affirmé que ses divorces lui avaient également coûté la coquette somme de 7 à 8 millions de dollars chacun. Il a également affirmé que l'effondrement du marché boursier lui avait fait perdre 11 millions de dollars supplémentaires. Canseco a connu son heure de gloire lorsqu'il s'est retrouvé à vivre dans le garage d'un ami avec seulement 20 $ à son nom. En 2012, un journaliste a révélé que Canseco devait encore au fisc 1,1 million de dollars d'impôts impayés. Cette année-là, il s'est placé sous la protection du chapitre 7 de la loi sur les faillites. Malheureusement, la situation ne s'est guère améliorée pour lui. En 2021, José a accepté une somme de 50 000 $ pour jouer dans un combat de boxe amateur contre un stagiaire sportif. Il a été humilié et vaincu en moins de 10 secondes. Pour se battre pour 50 000 $, c'est bien loin des 55 millions de dollars qu'on lui a donnés par le passé. Mais récemment, Canseco a affirmé qu'il s'en sortait très bien et qu'il n'était plus en proie à des problèmes juridiques. On ne peut que féliciter un homme qui se relève après avoir été mis à terre de la sorte. Donc selon toi, lequel de ces athlètes a pris la décision la plus stupide? Et qui, selon toi, n'a pas mérité ses déboires financiers? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Comme toujours et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.